Honorables députés nationaux, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les professeurs, chefs de travaux assistants, camarades étudiants. Tout à l'heure, Monsieur le recteur et le modérateur de la journée, le professeur Kabea Tchekoukou, nous ont conviés à une fête scientifique. Et c'est bien de cette manière-là que j'ai compris l'exercice que l'on m'a demandé de faire. C'est de discuter de l'économie congolaise du point de vue scientifique. Je voudrais de prime abord remercier Monsieur le recteur pour organiser assez régulièrement ces rencontres, ces échanges, pour des discussions franches sur la situation de notre pays et sur les perspectives. Je ne peux pas m'empêcher de remercier le modérateur, le professeur Kabea Tchekoukou, un de mes maîtres. Quand il a regagné la faculté, les étudiants qui sont dans la salle n'étaient pas encore nés. En 1979, je dois avouer qu'il nous avait secoués, nous étudiants en sciences économiques et de gestion. Secoués dans nos convictions, secoués dans la manière dont nous comprenions la science économique. Il nous a introduit à la dialectique marxiste, il nous a fait lire Karl Marx, il nous a fait comprendre les limites de ce qu'il aime bien appeler l'économisme et du besoin que l'économiste a à s'ouvrir à d'autres disciplines scientifiques et notamment à l'histoire économique. Soyez-en remerciés, professeur Kabea Tchekoukou. Alors, on m'a demandé de parler de l'économie nationale de la RDC de 2024 à 2028, espoir ou désespoir. Évidemment, le titre est un peu trompeur parce qu'il laisse penser que c'est un simple choix, soit qu'il y a lieu d'espérer, alors on peut dormir sur ses lauriers, soit qu'il faut désespérer, alors il faut baisser les bras. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et je vais essayer d'aborder cette question d'abord en posant le problème dans les faits et dans la théorie. Et je pense que là, je vais enchaîner sur la présentation du professeur Godem Poyi. Je parlerai ensuite de notre ambition en tant que nation, telle qu'elle est exprimée dans les documents officiels, le plan national stratégique de développement, le plan d'action du gouvernement que son Excellence Madame la Première ministre a présenté devant l'Assemblée nationale il y a bientôt un mois, sans oublier bien sûr les engagements majeurs pris par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, devant les électeurs lors de la dernière campagne électorale et qu'il a réaffirmé dans son discours d'investiture le 20 janvier 2024. Je montrerai que cette ambition, elle n'est pas irréalisable. Mais sa réalisation dépend de notre capacité à nous défaire de nos démons. Et soyez rassurés, les démons dont je vais parler ne sont pas des démons politiques, mais bien de la manière dont l'État fonctionne, l'État fait ou ne fait pas ce qu'il est censé faire, et des pratiques que le secteur privé
applique pour exercer ses activités et de l'influence de ces différentes pratiques sur l'évolution de l'économie nationale. Je terminerai par les priorités qui m'ont été fixées par le programme présidentiel et le plan d'action du gouvernement et la manière dont je les ai comprises en tant que ministre de l'économie nationale. Commençons par le problème posé. Le professeur Godem Poyi a raison et le professeur Kabeya Chikuku a également raison. Je vais commencer par le professeur Kabeya Chikuku qui a corrigé le professeur Godem Poyi en disant « Ne regardons pas le PIB, regardons le PIB réel par tête d'habitant. » C'est-à-dire la richesse réelle par citoyen. Cet indicateur a connu, on va dire, son apogée en 1974 et à partir de cette année, nous avons fait un long plongeon dans l'inconnu et cette descente aux enfers s'est arrêtée en 2002. Oui, grâce notamment au code minier de 2002 qui a ouvert nos gisements miniers aux investisseurs étrangers, qui a permis de faire entrer dans ce pays, depuis lors, en moyenne chaque année, 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers et qui a permis de faire de la RDC depuis 2022, c'est-à-dire 20 ans après la promulgation du code minier, le 3e producteur mondial de cuivre, dépassant même la Chine. Donc depuis 2002, nous connaissons un long épisode de croissance. Mais cette croissance économique qui est parmi la plus forte en Afrique, qui nous classe parmi les pays à plus fort potentiel de croissance, n'a que peu d'effet de ruissellement. Les Congolais disent, nous ne voyons pas cette croissance dans nos assiettes. Nous ne voyons pas cette croissance dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages ou dans l'état de nos routes. Et je montrerai que le grand problème de cette croissance, c'est qu'elle n'a pas, et là, c'est la théorie économique qui nous l'enseigne, la croissance économique doit déboucher sur un changement structurel, c'est-à-dire une transformation des structures économiques. Les secteurs qui ont une productivité plus élevée entraînent les secteurs qui ont une plus faible productivité. Et ces secteurs à plus faible productivité deviennent également des secteurs à productivité élevée et ainsi de suite. Dans notre cas, ce processus de changement structurel n'a pas eu lieu. Le secteur minier, la production du cuivre a explosé de près de 50 000 tonnes en 2002 à 2 800 000 tonnes en 2023. Mais cette croissance dans le secteur minier ne se répercute pas, elle n'entraîne pas la croissance du secteur agricole, elle n'entraîne pas la croissance de l'industrie manufacturière. Et bien sûr, ce secteur minier, il crée peu d'emplois. Et dans un pays où le poids démographique est très élevé, on va le voir dans quelques graphiques tout à l'heure, nous sommes assis sur une bombe démographique. La population ne cesse de croître, elle est largement jeune, et elle va demeurer largement jeune jusque vers les années 2100. Il y a donc dans ce pays un besoin urgent, pressant, que l'économie devienne capable de créer plus d'emplois.
pour absorber le 1,5 million de jeunes qui viennent sur le marché du travail et résorber tous les autres qui sont arrivés sur le marché du travail les années précédentes et qui n'ont pas trouvé de travail encore. Ce graphique vous montre que notre croissance économique est une croissance trop dépendante de l'évolution du secteur minier. Vous avez en rouge, on va dire, l'évolution du revenu réel, du taux de croissance du PIB réel, et en bleu, le prix du cuivre sur le marché mondial. On l'a fait là sur 2012 à 2021, mais cet exercice, même si vous le faites de 1960 à 2023, vous allez avoir la même physionomie. Quand le cours du cuivre se porte bien, la croissance est plus forte. Dès que le marché du cuivre se met à tousser, la croissance s'affaisse. Et cette volatilité de la croissance économique est un réel frein à sa capacité à se diffuser dans les autres secteurs. Et pendant ce temps, comme je le disais, sur ce graphique, de 1998 à 2018, si vous regardez le graphique en bas, en noir, considérons que c'est ceux qui travaillent ou ceux qui ont une activité économique. Le graphique au-dessus, c'est la population totale. Donc, à l'horizon 2030, notre pays comptera près de 120 millions d'âmes. Et le graphe au milieu, c'est la population active en âge de travailler. Vous voyez, l'écart entre les deux graphes en bas représente en fait l'effort de création d'emplois qu'il nous faut réaliser. Vous pouvez noter sur ce graphique que cet écart va croissant. C'est-à-dire que d'année en année, l'économie n'arrive pas à créer plus d'emplois que nécessaire et que si les tendances actuelles perdurent, cet écart sera d'à peu près 25 millions d'emplois. En d'autres termes, il faut que cette économie crée entre 2016 et 2030 25 millions de nouveaux emplois pour absorber ces Congolais qui arrivent sur le marché du travail mais ne trouvent pas d'emploi. Ne nous étonnons donc pas si le chef de l'État a classé la création de plus d'emplois comme étant le premier de ces 6 engagements majeurs. Créer plus d'emplois, créer en moyenne 1 200 000 emplois par an. Mais cela suppose qu'il faut changer, transformer les structures économiques parce que les structures actuelles ne sont pas capables de créer les emplois à cette dimension. Et bien sûr, cela signifie aussi qu'il faut diversifier l'économie nationale. C'est pourquoi le chef de l'État a placé la diversification de l'économie nationale au 4e rang de ces 6 engagements. Le 2e étant la protection et l'amélioration du pouvoir d'achat. Et le 3e engagement étant celui de mieux sécuriser les citoyens congolais et de mieux protéger le territoire national. Lorsqu'on regarde les perspectives macroéconomiques dans les années à venir, nous allons rester une économie avec un taux de croissance du PIB qui pourra avoisiner le 6%
jusqu'en 2030, avant de tomber vers 4 à 4,4% jusqu'en 2035 et au-delà. La question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que nous devons nous satisfaire de ces perspectives? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, parce que, j'espère que ça marche. Non. Parce que nous devons régler le problème de l'emploi, parce que nous devons régler ce problème du ruissellement de la croissance économique dans le vécu quotidien du Congolais et dans nos cadres de vie, dans la qualité des établissements humains, nos routes, nos quartiers, nos villages, nos villes. Alors, quelle est l'ambition que la RDC affiche depuis 2019? Parce que rappelons qu'en décembre 2019, le gouvernement avait lancé le plan national stratégique de développement, le PNSD, sur la période 2019-2023, avec comme objectif majeur de faire quitter la RDC de la catégorie de pays à faible revenu, c'est ce que nous sommes, pour devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Banque mondiale classe les économies en 5 classes. La première, c'est les pays à faible revenu. Les pays à faible revenu, c'est tous les pays qui ont un revenu réel par habitant. Et à l'intention des étudiants, j'aimerais préciser que le revenu considéré dans ce classement, c'est le revenu national disponible brut en termes réels, calculé selon la méthode Atlas, qui est une méthode développée par la Banque mondiale et qui permet la comparabilité des revenus des différents pays en tenant compte notamment des différences de taux de change et de niveau d'inflation. Donc un pays qui a un revenu réel par habitant inférieur à 1136 $ est un pays à faible revenu. Et nous sommes à 580 en 2021-2022. Lorsque vous entrez dans la fourchette de 1136 à 4465 $ de revenus réels par tête d'habitant, vous êtes considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, un pretty. Et à partir de 4466 à 13845, vous êtes un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, un PRITS. Et au-delà de 13845, vous êtes considéré comme un pays à revenu élevé. Donc si je me réfère aux données que le professeur Kabia Chikuku nous a livrées tout à l'heure, la Corée du Sud est un pays à revenu élevé. L'Afrique du Sud est un PRITS, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. La RDC est encore un pays à faible revenu. Le gouvernement s'est fixé dans la vision qui est une vision de long terme, une vision pour développer l'économie jusqu'en 2050. Le gouvernement a fixé l'objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à partir de 2030. Nous sommes en 2024. 2030, c'est dans 6 ans.
La question est celle de savoir, est-ce faisable? Est-ce réalisable? Je réponds à cette question d'abord en disant que la Guinée-Conakry, qui a connu son lot de coups d'État, de régimes parfois un peu bizarres, comme celui du capitaine Dadis Camara, la Guinée que vous voyez en rouge sur ce graphique est devenue un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2022. Et le graphique en dessous, c'est la RDC. Ce graphique montre bien que à partir de 2002, vous voyez bien qu'à partir de 2002, on est sur une tendance croissante. Le revenu réel augmente. Il augmente, mais c'est à peine qu'il a franchi les $500 et qu'il approche les $600 par tête d'habitant, alors que celui de la Guinée approche le $1 200 en 2022. Donc, notre ambition, l'ambition que doit avoir la RDC, c'est de faire ce que certains de pays africains ont réussi, comme la Guinée-Conakry. Mais les étudiants en sciences économiques qui sont ici, les étudiants en mathématiques qui sont là, qui étudient les fonctions, qui étudient la croissance, seront d'avis avec moi que si la RDC reste sur cette pente, elle ne sera pas un pretty à l'horizon 2030. Et c'est cet exercice qui a été fait dans le plan national stratégique de développement 2024-2028 que le gouvernement est censé adopter définitivement avant la fin de cette année et présenter au Parlement pour que ce document serve de cadre de référence de la planification du développement dans notre pays pour les 5 prochaines années. Comment il faut lire ce graphique? Le graphe rouge que j'ai intitulé trajectoire type, nous l'avons construit, là quand je dis nous, ce n'est pas moi en tant que membre du gouvernement, je parle de moi en tant qu'expert associé à ces travaux préparatoires du PNSD 2024-2028 depuis octobre, novembre 2023 jusque récemment avant ma nomination au gouvernement. Donc ce graphe rouge, c'est une trajectoire qui a été simulée jusqu'en 2050 en considérant que la RDC se comporterait comme la Guinée s'est comportée sur la période la plus récente. Le graphe en bas, c'est le sentier sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, ce sentier-là, ce sentier sur lequel nous sommes jusqu'en 2022, si nous le projetons jusqu'en 2050, si nous continuons à fonctionner comme nous avons fonctionné ces dernières années, eh bien voilà ce que nous serons jusqu'en 2050. On sera en dessous de $2000 de revenus réels par tête d'habitant. Vous allez peut-être penser qu'à $2000 par tête d'habitant en 2050, nous serons devenus un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Faux, parce que la classification que je vous ai montrée tout à l'heure, cette classification varie d'une année à l'autre. Les seuils de ces fourchettes varient parce que la Banque mondiale récalcule chaque année pour tenir compte de l'évaluation des prix et de l'évaluation des taux de change. On peut donc penser qu'en 2050, pour être un pretty, peut-être qu'il faudra être à au moins 2000 ou être à au moins $2500. Ça signifie que si nous restons sur les tendances actuelles, nous courons le risque
de demeurer un pays à faible revenu jusqu'à l'horizon 2050. Ce que nous devons faire, c'est donc de changer de sentier, d'aller sur un sentier qui nous élève. C'est un changement d'échelle qui n'est pas différent de ce que fait un avion qui décolle. Il y a des étudiants de Polytechnique ici, ce n'est pas à eux que je vais apprendre que quand un avion décolle, il y a une force énorme qui s'exerce pour se détacher de la force de la pesanteur. Et c'est là que je parlerai de démons qui nous retiennent sur le sentier qui aujourd'hui nous emprisonne dans une économie qui fait de la croissance, n'arrive pas à diffuser cette croissance dans le reste de la nation et nous condamne donc à des niveaux de développement humain, de développement économique en deçà de nos énormes potentialités. Et pour décoller, il nous faut opérer des choix stratégiques. Et ces choix stratégiques, mais alors vraiment, loin de toute querelle politicienne, loin de dire c'est la faute de tel ou la faute de tel. Posons-nous des questions en tant que peuple, en tant que nation. Premièrement, comment devons-nous développer le capital humain? Parce que comment vous allez réussir? Comment nous allons réussir ce changement d'échelle si nous ne développons pas le capital humain? Si nos universités ne deviennent pas de véritables centres de formation de jeunes gens, de jeunes filles, pétillants de passion et équipés de tous les savoirs scientifiques et technologiques nécessaires. Si nos centres de recherche ne jouent pas le rôle qu'ils sont censés jouer. Deuxième question, quel modèle de gestion durable de nos ressources naturelles nous allons mettre en place pour que ce modèle fonctionne au bénéfice de l'ensemble de la population? Est-ce que nous allons demeurer un exportateur de cuivre brut ou est-ce que nous allons prendre la décision de transformer nos produits miniers localement et de leur donner plus de valeur? D'autant plus que le monde est à notre portée parce que nous sommes l'une des solutions pour la transition énergétique qui s'impose au monde entier. Troisièmement, comment structurer notre territoire national au service du développement? Pendant la période coloniale, on avait mis en place une structure d'aménagement spatial basée sur la route nationale, c'est-à-dire le chemin de fer Katanga-Ilebo, la rivière Kasaï, donc le transport fluvial jusqu'à Kinshasa, le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Ce réseau s'est totalement effrité. Il n'y a plus aujourd'hui de mouvement de marchandises le long de la route nationale. Et toutes les provinces frontalières ont tourné le regard vers le pays voisin. La puissance grandissante de ces forces centrifuges est un risque majeur de sécurité nationale, mais aussi une menace pour la création d'un vrai marché intérieur unifié qui doit être le ciment du vivre ensemble des Congolais. Et bien sûr, subséquemment à cette question, il y a la question de quels grands équipements structurants, notamment dans les infrastructures de transport, nous devons mettre en place prioritairement pour que nous devenions une destination privilégiée des investisseurs étrangers. Et comment faire émerger des entreprises publiques et privées qui vont dans la compétition internationale et qui y réussissent. Tout autour de nous, il y a des corridors commerciaux qui se développent.
On parle aujourd'hui du corridor de Lobito. On parle du corridor africain numéro 6 qui devrait lier le Sud-Oubangui à la Centrafrique et au Cameroun. On parle de tous les corridors qui partent des pays d'Afrique de l'Est comme le Kenya et la Tanzanie qui devraient faire de Kisangani un point d'ancrage important sur le fleuve Congo. Voilà les questions que nous devons nous poser. Et bien sûr, la dernière et pas la moindre, quelle stratégie nous devons adopter pour la défense et la promotion des intérêts vitaux de la nation. Et ces questions, bien sûr, elles touchent à quoi? Elles touchent aux problématiques de l'aménagement du territoire, aux problématiques de la diversification de l'économie congolaise. Monsieur le ministre Julien Paluku, qui a été pendant quelques années ministre de l'Industrie et qui a piloté l'exercice d'élaboration du plan directeur de l'industrialisation, dont il va nous parler d'ailleurs tout à l'heure, est un chantre de la diversification depuis plusieurs années. Monsieur le ministre, je pense que le moment est venu où nous devons passer du champ à la mise en œuvre de ces politiques. Alors nos démons c'est lesquels? Nos démons, c'est d'abord le coût élevé de la vie. Nous sommes un pays où le coût de la vie, on a vu tout à l'heure que nous sommes un pays à faible revenu. Et on vit là une contradiction. Un pays à faible revenu, mais où le coût de la vie est très élevé. Et une fois de plus, je voudrais rappeler que ce n'est pas par hasard que le président de la République a fait de la protection du pouvoir d'achat son deuxième engagement majeur après celui de la création d'emplois. La dépendance envers les importations des biens alimentaires. Mais parce que je pense que bientôt monsieur le modérateur va me rappeler à l'ordre, parlons du coût de la vie, coût élevé de la vie. Pourquoi le riz coûte-t-il si cher? Pourquoi le manioc qui vient du Bandundu, du Congo central, coûte-t-il si cher? Je vais vous donner quelques exemples simples. Celui qui importe le riz, le chiffre le plus récent que j'ai vu, prix FOB, $480. C'est-à-dire ce que coûte cette quantité de riz avant qu'on impute le coût de l'assurance et du fret. $480. Prix CIF. C'est-à-dire quand on a ajouté à ce prix, à ce que cette marchandise a coûté, on a ajouté l'assurance et le fret maritime, $520. Et le sac de riz est donc à Matadi. Ici, je ne parle que du segment Matadi-Kinshasa. Le sac de riz est à Matadi. Maintenant, l'État se pointe devant ce sac de riz et il dit, vous devez payer le droit de douane à l'importation, vous devez payer une redevance rémunératoire informatique, vous devez payer les frais de manutention bateau-quai, vous devez payer la taxe sur la promotion de l'industrie, vous devez payer une commission au GFREM, vous payez le frais de contrôle au CC, vous payez le frais de laboratoire au CC, vous payez la rétribution des partenaires de la DGDA, vous payez les retenues en API, vous payez la taxe sur les denrées alimentaires, vous payez les charges de transit, vous payez les taxes provinciales, vous payez deux types de commissions CVM, compagnie de voies maritimes, vous payez même une commission LMC, ligne maritime congolaise. Donc, votre bateau, vous avez pris un armateur privé parce que notre armateur national, ligne maritime congolaise, n'a pas de bateau en propre.
LMC n'a pas transporté votre riz, mais vous devez payer à LMC. Vous devez payer les honoraires du transitaire. Vous payez les frais bancaires. Et vous arrivez à près de 931 $. De 520 $, le prix CIF, vous êtes à 931 $. C'est l'État qui, en créant des emprises fiscales et parafiscales, a doublé le prix par 2 avant que le sac de riz ne quitte Matadi. Et quand le sac de riz va quitter Matadi, si je prends un conteneur, supposons que ce soit un conteneur, nous avons le coût de transport le plus élevé en Afrique. Un conteneur transporté de Matadi à Kinshasa coûte autant que ce même conteneur transporté de Chine à Matadi. Nous avons des coûts qui vont, le tarif au kilomètre sur le segment Matadi-Kinshasa, 10,31 $, et ça c'est le chiffre de 2013, nous sommes en train de chercher les chiffres les plus récents, c'est 3 fois ce que ça coûte dans les pays d'Afrique de l'Est ou dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ça c'est parce que il y a, là ce n'est pas l'État, ça c'est le secteur privé avec des pratiques oligopolistiques. L'importateur est aussi transporteur. Il est aussi transporteur. Les prix dans ce secteur-là ne répondent pas à la concurrence, c'est-à-dire que les transporteurs font collision et s'accordent sur des prix pour gagner. En ajoutant à cela que s'il s'agit, et je vous assure, nous sommes en train de faire cette analyse produit par produit, donc chinchard, riz, volaille, ainsi de suite. Si vous prenez le chinchard qui vient de Namibie, il y a une différence entre le pays d'origine, qui est la Namibie, et le pays de facturation, qui peut être le Luxembourg. Ce commerce triangulaire, qui a déjà été démontré dans ce pays et qui date de plusieurs années, fait que même le prix FOB, même ce prix FOB, c'est le prix qui vous est facturé par la société qui en réalité appartient au même importateur qui est ici à Kinshasa, mais qui a une société de facturation basée soit à Paris, à Monaco ou à Luxembourg, et qui prend ses marges bénéficiaires bien sûr aussi. C'est ça qui fait que le coût de la vie, c'est ce que j'appelle les démons. Les démons, c'est ces emprises fiscales, parafiscales que l'État crée. Parce que la redevance rémunératoire informatique, c'est quoi? Il faut payer, il faut rémunérer la DGDA, la douane, pour l'utilisation des ordinateurs pour traiter votre dossier. Est-ce que chaque bien alimentaire qui est importé dans ce pays doit... Enfin, je me pose ce genre de questions. Et Madame le ministre, Monsieur le ministre, je pense que très bientôt, nous allons devoir faire preuve d'un courage politique pour que l'État cesse d'être cet agent qui multiplie le prix par 2 avant même que le produit n'arrive sur le marché. Mais nous devons aussi avoir le courage de lutter contre les pratiques du secteur privé qui consistent à renchérir les prix des biens en multipliant les marges bénéficiaires qui sont collectées à différents niveaux entre les sociétés du groupe, les transitaires qui est aussi une société du groupe, le transporteur qui est aussi une société du groupe. Donc là aussi, nous aurons besoin d'un courage politique pour affronter le secteur privé et obtenir un assainissement des pratiques commerciales. Et j'aurai peut-être pas le temps de passer sur tous ces démos, mais si vous regardez notre dépendance envers les importations des biens alimentaires, si vous regardez les chiffres entre 2004 et 2024, donc sur les 20 dernières années, nous sommes passés de 1 à 20. Là où nous importions 1 en 2004,
Nous importons aujourd'hui 20. Prenez le poisson, prenez le riz. Mais chaque fois que nous importons des biens alimentaires, c'est une demande de devises qui va s'exercer sur le marché. On va le vivre d'ici la fin de l'année parce que les commerçants vont vouloir importer des stocks pour répondre à la demande additionnelle des biens alimentaires à la fin de l'année. Ces démons, c'est quoi? C'est la dollarisation avancée de l'économie nationale. Mais alors avancée de l'économie nationale. Parce que non seulement que entre au moins 75% des dépôts bancaires sont en devises étrangères, au moins 80-85% des crédits sont octroyés en devises étrangères, mais nous sommes même devenus un pays importateur net de dollars. Si vous regardez les statistiques du commerce extérieur dans la base de données de la CNUSED, le premier bien importé en RDC, en valeur, ce n'est même pas le pétrole, c'est le dollar. Et nos banques aujourd'hui, si elles ne sont pas approvisionnées en dollars, plus d'une semaine, il y aura rupture de dollars dans le pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça signifie que nous importons chaque semaine, peut-être 1 ou 2 fois la semaine, nous importons des billets neufs de dollars qui viennent du Trésor américain, de la Banque centrale américaine, pas du Trésor, de la Banque centrale américaine. Et ces billets sont injectés, mais au bout de 4-5 jours, notre système bancaire a encore besoin d'importer. La question qu'il faut se poser, mais les dollars qui rentrent vont où? Ces dollars qui rentrent sortent par nos frontières, sortent par Loufou, sortent par Goma, sortent par Kassindi, sortent par Aru. C'est cette économie que nous sommes devenus. Une économie qui ne peut pas tenir 2 semaines, 3 semaines sans un arrivage de billets neufs de dollars. L'état infantile de notre système financier national. Nous n'avons pas une seule banque publique. L'État aujourd'hui, excepté le FPI, mais je ne veux pas mettre le FPI parmi... Monsieur le ministre, vous avez été ministre de l'Industrie, vous étiez l'autorité de tutelle du FPI, mais une institution qui vit d'une taxe, n'est-ce pas, professeur Mpoyi? Bon, on ne va pas la considérer comme une institution financière. Nous n'avons pas de levier à nous. Si nous voulons construire les routes au rythme que nous souhaitons, aujourd'hui, nous n'avons pas en place les instruments pour financer de manière régulière ce projet de développement routier. Il en est de même pour les ports. Donc il faut que notre système financier sorte de son enfance et devienne un système financier complet qui sait financer le logement, qui sait financer les routes, qui sait financer l'éducation. Vous avez raison, professeur. La gratuité nous coûte au bas mot $1 milliard l'an. $1 milliard l'an, si ça doit venir du Trésor, eh bien, à un moment donné, le Trésor va manquer des ressources pour financer les autres secteurs. Et ainsi de suite. Sans vouloir m'éterniser, je vais terminer par les priorités de mon ministère. Eh bien, ces priorités, c'est d'abord, j'ai mis en premier lieu le redressement productif. J'estime que le ministre de l'économie nationale que je suis ne doit pas être le ministre de la régulation du marché intérieur seulement, qui vient régler le problème de prix pétroliers. Parce que dans les attributions de ce ministère, je lis bien, je cite bien, mise en valeur de l'espace productif national, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et de petites et moyennes entreprises. Donc je pense que assurer que ce pays progressivement cesse d'importer ce qu'il peut produire. Nous sommes au mois de juillet. Nous allons dans quelques mois vers la période des soudures en maïs au Katanga et dans l'espace Kasaï. Le ministre de l'Agriculture me disait hier
que l'estimation va être d'à peu près 1 million de tonnes qui va manquer. Donc si nous n'arrivons pas à avoir ce million de tonnes additionnelles d'ici le mois d'octobre, le prix du maïs va flamber. Et vous savez ce que cela représente du point de vue non seulement social, mais également du point de vue politique. Mais le maïs, c'est une culture de 3 mois. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons planter pour que nous ayons le million de tonnes au mois d'octobre. Donc nous sommes obligés d'aller importer pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui vivent dans les zones qui sont les plus affectées. Mais cette crise, elle est récurrente. Elle est là chaque année. Comment pouvons-nous continuer à être un pays qui produit 3 millions de tonnes de maïs et en consomme 13 millions? Pourquoi nous allons continuer à importer chaque année 10 millions de tonnes de maïs? Produisons du maïs, c'est là le redressement productif. Évidemment, ce n'est pas le ministère de l'économie qui va le faire seul, il va le faire en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et les autres ministères sectoriels. Deuxième priorité fixée à mon ministère, la levée des entraves à l'amélioration du pouvoir d'achat. Nous devons diminuer ces emprises fiscales et parafiscales qui contribuent à l'augmentation des prix des biens de grande consommation, essentiellement les biens alimentaires. Nous devons lutter contre les pratiques commerciales du secteur privé qui contribuent à l'augmentation des prix des biens alimentaires. Troisième priorité, l'économie informelle. Nos rues sont des ateliers. C'est des vrais ateliers de mécanique, de menuiserie. Ces petits entrepreneurs, ces petites unités informelles sont un vivier d'emploi, un vivier de formation. Si ils sont identifiés, encadrés, assistés, organisés par l'État. Et enfin, le financement de l'économie. Vous allez dire, mais qu'est-ce que le ministère de l'économie a à voir avec le financement? Mais comment peut-on, j'ai parlé tout à l'heure du démon du caractère infantile de notre système financier, comment pouvons-nous réussir ce changement d'échelle si nous maintenons notre système fiscal dans cet état infantile? Et donc, avec le ministère des Finances, la Banque centrale et d'autres institutions publiques, mon ministère va œuvrer pour développer des sources innovantes de financement de l'économie. Je vous remercie. Excellences, honorables mesdames, messieurs, vous venez de suivre là le ministre de l'économie, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui non seulement nous fait rêver, mais prend la dimension du défi qui est le nôtre. Le défi des infrastructures, le défi de l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, dans un pays où près de 90% de ce que nous consommons est importé et près de 90% de ce que nous produisons est exporté. Le ministre a souligné le caractère infantile de notre système financier. Il a souligné les problèmes de la diversification. Il faut absolument diversifier. On maintient en place l'économie minérale, mais on lui rajoute
d'autres dimensions sectorielles de l'économie, de façon à ce que nous puissions marcher sur plusieurs pieds. Le ministre vous dit tout le rêve qu'il a de faire fonctionner l'économie nationale, et si vous n'y voyez aucun inconvénient, je voudrais parler du développement du capital humain. Il a posé la question. Il faut développer le capital humain. Le Japon est un pays qui n'a pas de mine, qui n'a pas d'espace, qui n'a rien d'autre comme ressources naturelles, à part la ressource démographique. Il se demande quel est le modèle de gestion durable qu'il faut pour arriver à une croissance inclusive. Comment faire la diversification? Comment structurer l'espace national ou le restructurer pour faire face à des réseaux effrités, à des régions, à un espace national compartimenté et dont certains pans sont extravertis. Quelle est la stratégie de la défense des intérêts nationaux? Ainsi de suite. Le ministre pose des questions. Les questions qui valent la peine d'être posées. Et il en a appelé au courage de notre population, surtout au courage des dirigeants. Et quelque part, il a dit un mot qui risque d'être perdu ici. Le mot que j'ai entendu dans la bouche de son Excellence Madame la Première ministre de la République, le mot de la solidarité gouvernementale. S'il n'y a pas de solidarité gouvernementale autour des projets, ceux-ci, eh bien, il y aura. Il faut avoir le courage de se l'avouer. Solidarité gouvernementale autour d'une vision. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur ce plat qui nous a été servi. Je voudrais ici vous demander de bien vouloir applaudir Monsieur le Vice-Premier ministre. Monsieur le Vice-Premier ministre, on vous salue pour votre courage de scientifique, pour avoir servi ces graphiques auxquels je n'ai rien à dire. Ces graphiques sont réels, testables, tout à fait vérifiables de manière empirique. Merci d'avoir servi ceci, mais je vous dis, le plat est en train de bien mijoter. On a eu le professeur Ngoy, le professeur Godet, on a eu le professeur Moukoko. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà une certaine perspective qui s'ouvre de débat. Je voudrais sans tarder demander à l'orateur suivant. Il s'agit de son Excellence Julien Paluku Kahongia, ministre du Commerce extérieur, ici dans la salle, de bien vouloir rejoindre la tribune pour nous faire son exposé intitulé comme suit: Analyse critique du plan de l'industrialisation de la RDC. Monsieur le ministre, on vous attend sur cette question. Vous êtes aux avant-postes de ce qu'attend le Congolais, conquérir l'indépendance et la prospérité par l'industrie. Parlez-nous de l'industrie. Merci d'avance. Merci beaucoup, professeur, pour la parole que vous nous accordez. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs,
à suivre les orateurs depuis cette matinée, beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes pourraient déjà céder à une sorte de désespoir. Pour dire, mais est-ce que c'est encore possible? Ces pays ici qu'on a décrits depuis 1960 jusqu'à 2024, a-t-il une malédiction ou pas? Je voudrais vous apaiser parce que un pan de la réponse est dans le petit exposé de tout à l'heure. Un exposé qui va essayer un peu de faire un exercice sur la compréhension du plan directeur d'industrialisation. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a décrit, les graphiques, les graphes, les données sur les PIB, mais pourquoi ça n'avance toujours pas? C'est ça la question que tout le monde se pose. Mais vous connaissez tout ceci, mais pourquoi? Alors que vous êtes là. Comme tout le monde, en 1960, nous avions 9600 entreprises industrielles. En 2019, nous avions 525 entreprises industrielles. Vous voyez le niveau de la désindustrialisation de la République de 1960 en 2019. Voilà pourquoi, si vous vous rappelez bien, le président de la République, dans son premier discours sur l'état de la nation, c'était le 13 décembre 2019, il a subdivisé les pays en 6 espaces industriels après avoir compris les problèmes de ces pays. Les 6 espaces industriels, il les a tirés des anciennes provinces, de l'ancienne configuration des provinces de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il a regroupé la zone industrielle 1, qui est constituée de toutes les provinces du Congo central, de Kinshasa ici, de Kwango, de Kwilu, de l'ex-Bandundu, pour former la première zone industrielle, parce que cette zone a un profil économique différent d'autres profils économiques d'autres espaces. Et que donc pour définir le modèle industriel, il faut partir du profil économique de cette zone. La deuxième zone industrielle est constituée de l'espace Katanga, c'est-à-dire la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province de Haut-Lomami et la province du Tanganyika. Cet espace aussi a un profil économique, notamment les réserves minières que nous avons, les cobalt, les lithium, les cuivres, les manganèses, les zinc, etc. Et donc à cet espace aussi, on doit lui donner une orientation industrielle qui est différente de l'espace que je viens de décrire précédemment. Troisième zone, c'est l'espace centre, c'est-à-dire toutes les provinces de l'espace Kasaï. Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru et Lomami. Avec toutes les potentialités qu'il y a là-bas au niveau agricole, il faut donner à cet espace une orientation. Quatrième espace, c'est l'espace Kivu, qui prend effectivement les Maniema, le sud Kivu, le nord Kivu, qui est en fait la zone agro-pastorale de la République démocratique du Congo. Cinquième espace, c'est l'espace oriental. C'est-à-dire, là vous prenez l'Ituri, vous prenez les Haut-Ouélé, vous prenez les Bas-Ouélé et vous prenez la Chopo, qui forment le cinquième espace. Et le sixième espace industriel, c'est l'espace Équateur, qui vous prend la province de l'Équateur, la Chouapa, le Nord-Ubangi, le Sud-Ubangi. Et voilà comment le président de la République a subdivisé effectivement les 6 espaces industriels partant du constat que je viens d'évoquer tout à l'heure, à savoir la désindustrialisation progressive. Et cela est parti des constats. Vous revenez sur le modèle économique. Notre modèle économique, en fait, était basé sur l'exploitation des matières premières. C'est-à-dire, les colons nous ont déviés de l'objectif qui devait être le nôtre en nous mettant dans la tête l'idée que nous devrions exploiter nos ressources naturelles. Or, aujourd'hui, il s'avère que la République démocratique du Congo, avec cette pratique, ne capte que seulement 3% de la valeur marchande de nos ressources naturelles.
Je l'explique en des termes simples. Si la valeur de nos matières représente 100, nous, on ne capte que 3. Et les autres captent 97. Donc vous voyez comment on peut exploiter pendant 200 ans, ça ne va avoir aucun impact sur l'économie de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce sont les importations. Les intervenants de tout à l'heure en ont parlé. Si on peut montrer les tableaux des importations après ce slide. Depuis 2018 à aujourd'hui, la valeur moyenne de nos importations est de 6 milliards de dollars l'an. Et quand vous voyez les slides suivants, on va vous donner les types de produits que nous importons. Lorsque vous analysez la structure des produits importés, vous vous rendez compte que les produits agroalimentaires représentent dans les 7 milliards, dans les 6 milliards ou 7 milliards, les produits agroalimentaires représentent à eux seuls près de 3 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous transformons la structure de notre économie pour commencer la transformation au niveau local, il y a un marché intérieur qui est disponible. C'est-à-dire, on va éviter la sortie de ces milliards de dollars et les injecter dans l'économie congolaise. Et donc, cette structure ici, c'est ce qui fonde les plans directeurs d'industrialisation pour nous dire, eh bien, comme nous importons pour près de 7 milliards de dollars, nous devons inverser la tendance pour cibler les produits importés et créer des champions congolais qui doivent être ceux-là qui vont s'investir dans la production de ces éléments qui constituent le fondement de nos importations. Et d'autres pays l'ont fait en créant des champions. Je prends l'exemple du Nigeria, parce que le modèle économique que nous avons depuis tout ce temps ne permet pas au gouvernement d'intervenir dans l'économie congolaise. Mais d'autres l'ont fait, comme le Nigeria. On a identifié tous ces importateurs. Au lieu qu'ils continuent à importer, on leur a donné un délai pour dire, vous avez 5 ans d'importation et à la 6e année, vous devez être producteur des biens que vous importez. Et c'est ce modèle-là qui a réussi ailleurs et c'est celui que nous sommes en train de vouloir expérimenter à travers le plan directeur d'industrialisation. Alors, comment maintenant ce plan décline zone par zone ce qui doit être fait? Je ne reviendrai pas sur ça. Le slide sera partagé, le document sera partagé. Lorsque vous allez zone par zone, on identifie les secteurs qui définissent le profil économique de chaque zone et alors on donne l'orientation industrielle qui doit être donnée à chaque zone. Voilà pourquoi le plan directeur d'industrialisation est basé sur 6 composantes principales. Parce que même si nous devons passer à la phase du développement économique de ces pays, il y a un support infrastructurel qui a toujours manqué à la République démocratique du Congo. On peut bien faire des discours de 1960 à aujourd'hui, on continuera à les faire jusqu'à 60 ans encore plus tard si on n'a pas résolu les problèmes du support infrastructurel qui doit sous-tendre le développement industriel de la République démocratique du Congo. Je voudrais que vous reveniez sur les derniers tableaux du support infrastructurel pour montrer quelle démarche nous devons adopter pour aller vers l'industrialisation totale de ces pays. Ce support infrastructurel nous démontre que sans route, sans chemin de fer, sans port, sans aéroport, il sera possible d'atteindre les rêves tels que tous les graphiques nous l'ont montré. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le trafic qu'il y a entre les Katanga et l'Afrique du Sud, ce n'est pas les moyens de transport routiers qui ont mis fin à l'utilisation du chemin de fer pourtant pensé à l'époque de l'indépendance. Et lorsque vous évaluez les coûts de transport que nous essayons un peu de perdre dans ce que nous faisons en transportant nos matières premières, partant de Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud, c'est un milliard et des milliards de dollars. Alors que si on améliorait l'infrastructure ferroviaire de Lubumbashi jusqu'à Matadi et plus tard demain jusqu'à Banana, on aurait sauvegardé tous ces coûts que suscitent les transports routiers de la RDC vers l'extérieur. Donc le plan directeur vous donne les schémas qu'il faut
pour construire les routes prioritaires sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, les chemins de fer prioritaires sur l'ensemble de la RDC et toutes les infrastructures énergétiques. Je me rappelle le professeur Teddy, qui est en charge aujourd'hui, le ministre des ressources hydrauliques, nous a dit que lorsque vous investissez dans 1 mégawatt, vous ajoutez sur le PIB 20 millions de dollars. Parce que le 1 mégawatt va vous aider à créer autant de richesses. Et donc, si vous prenez Inga, qui a un potentiel de près de 40 à 60 000 mégawatts, vous multipliez par 20 millions, vous voyez ce que ça aurait comme effet sur le produit intérieur brut du pays. Donc, si on dit qu'on a difficile à faire passer notre PIB de 50 milliards à 100 milliards, c'est parce qu'on n'a pas encore pris l'option de pouvoir nous investir dans les éléments qui contribuent à la formation de notre produit intérieur brut. Et donc, le plan directeur d'industrialisation liste toutes ces composantes-là qui sont en fait des éléments qui vont nous permettre la création d'emplois. Je vais chuter par les priorités, comme a dit le professeur. Le plan vous décline, outre les composantes, les priorités qu'il faut pour qu'on arrive au plein développement. Première priorité, c'est de devoir nous servir du premier schéma pour comprendre que l'agriculture est le seul moyen dans lequel et le gouvernement et le secteur privé doivent investir. Pourquoi? La chanson de tout le temps, c'est de dire nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais je vais vous donner une petite démonstration. Si seulement nous prenons 20 millions d'hectares à cultiver, les spécialistes savent qu'il faut 3 à 6 travailleurs pour 1 hectare. Donc si nous prenons 60 millions d'hectares à cultiver, vous multipliez par 3 les minima, on est à 60 millions d'emplois. Vous multipliez par 6 les maxima, on est à 120 millions d'emplois. Et le professeur nous a donné le gap de 25 millions d'emplois qu'il faut couvrir. Donc déjà, avec les 20 millions d'hectares, on a dépassé le gap que le professeur a donné tout à l'heure. On est en plein emploi et tout le monde ici ne va plus se retrouver ici, on va se retrouver dans les champs. Malheureusement, dans la mémoire collective, on a toujours cru que les champs, c'est un métier sale. Et ça fait que tous, on évite le travail du champ et ça nous amène à être finalement tous des koulouna. Parce que nous fuyons ce qui devait procurer de l'emploi. Parce que dans une plantation, on a besoin d'économistes, on a besoin de sociologues, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de tout le monde. Mais pourquoi nous nous enfermons dans les milieux urbains? Parce qu'effectivement, le gouvernement n'a pas encore décidé de créer la ville au village. Et le plan directeur d'industrialisation a pour ambition de créer la ville au village et d'empêcher l'exode rural pour inverser la tendance et revenir vers l'exode urbain. C'est-à-dire que les gens cessent de rester dans les grands centres pour rejoindre les plantations. Nous avons 80 millions d'hectares et le plan directeur a déjà listé toutes les plantations qu'il y a sur l'ensemble de la République qui doivent nous permettre d'absorber minimum 120 millions d'emplois. Or, nous sommes 100 millions. Si donc nous devons créer 120 millions d'emplois, ça veut dire que nous devons importer à partir de ces piliers la main-d'œuvre. Alors pourquoi on pense qu'il n'y a plus d'espoir dans ces pays? L'espoir est là, le plan est là. Et c'est un plan de 58,4 milliards de dollars. Seulement. Les économistes sont là. Est-ce que pour ces pays, nous avons difficile à mobiliser 54 milliards de dollars? Je vais mettre au défi quiconque. Vous savez la valeur des actifs de la GECAMIN. La seule valeur des actifs de la GECAMIN peut nous aider à lever les fonds en international si seulement la GECAMIN accepte d'être cotée en bourse. Mais qu'est-ce qui arrive? Les entreprises congolaises n'acceptent pas d'aller en bourse à cause des systèmes de gestion qui ne peuvent pas autoriser que ceux qui vont faire l'audit permettent que ces entreprises soient cotées en bourse. Le professeur a parlé des richesses minières de la RDC. La valeur de nos richesses, c'est 24 000 milliards de dollars. Mais comment nous qui avons une valeur de 24 000 milliards, on ne sait pas lever 50 milliards de dollars?
c'est un problème d'option et d'approche. Et le professeur Mukoko Samba, avec qui nous sommes au gouvernement, a dit, ce gouvernement, avec ce président, nous voulons changer le paradigme de gestion de la République démocratique du Congo. Et 2 ou 3 outils pour y arriver, à part la levée des fonds, c'est les fonds miniers des générations futures. Vous savez que le code minier a prévu un prélèvement de 10% sur la redevance des redevances minières. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du gouvernement, vice-gouverneur de la Banque centrale, nous avons un stock de 700 millions de dollars, je pense, qui constitue en fait le prélèvement des fonds miniers des générations futures. La proposition que nous allons faire dans la commission ECOFIN, parce que le professeur Mukoko Samba, c'est mon président de la commission ECOFIN, nous allons convertir ces 700 millions pour créer la banque d'investissement ou la banque de développement. Et comme nous venons de clôturer le programme avec le Fonds monétaire international, le professeur Godet a dit, les vannes sont maintenant ouvertes. C'est ça l'importance du FMI. Comme on a clôturé le programme avec lui, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, on peut lever les fonds. Parce que le FMI sait qu'il y a une bonne gestion qui se fait à l'intérieur. Et donc, à côté de 700 millions qui constituent les fonds miniers de génération future et les opportunités qu'offre la clôture du programme avec le Fonds monétaire international, nous allons lever les fonds parce que le niveau d'endettement de la RDC est encore inférieur à la moyenne. L'Indonésie a atteint le niveau d'endettement qui représente 80% de son PIB. Mais nous sommes encore à moins de 20%, professeur. Nous sommes à 17%. Le taux d'endettement, il est encore trop faible. Mais si nous nous endettons, il faut qu'on le fasse pour changer la structure économique du pays. C'est-à-dire les éléments qui constituent les fondamentaux de la gouvernance économique, c'est là où nous devons injecter les fonds lorsque nous allons nous endetter demain. C'est-à-dire les infrastructures telles que je viens de les développer tout à l'heure. Et je pense, avec la vision qui a été tracée, il nous faudra lever au minimum 100 milliards, 200 milliards d'habitants, disons des dollars. Pourquoi? Un Japonais, un Français, un Américain né avec une dette par habitant de 30 000 dollars. Ces gens se sont endettés pour construire les fondamentaux de l'État. Mais nous avons une dette par tête d'habitat inférieure à 100 dollars. Si on s'endette pour que la dette passe de 100 dollars à 1000 dollars par tête d'habitant, quel est le problème? Si vraiment mon enfant naît demain et on lui dit qu'il naît avec une dette de 1000, ça sera de loin inférieur à un enfant français qui naît avec une dette de 30 000 euros à la naissance. Et donc c'est des options à prendre, mais encadrées, pour que nous arrivions finalement à laisser aux générations futures un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national, et c'est le moment d'y arriver, et la trajectoire est déjà tracée. Je vous remercie. Vous venez de l'entendre, le gouvernement en place a quelque chose dans le ventre. Il ne finit pas de nous faire rêver. Le ministre qui vient de quitter la tribune a posé la question du plan de l'industrialisation du pays, avec pour option de spécialiser, donc d'abord de découper le pays en plusieurs secteurs, en plusieurs espaces,
de spécialiser ces espaces en leur donnant, leur attribuant des rôles spécifiques et complémentaires à l'échelle nationale, de bâtir les infrastructures de manière spécifique qui soient compatibles avec les vocations assignées à chaque espace et de mettre fin enfin à ces cauchemars dont a parlé en loin et en large le vice-premier ministre, ministre de l'économie, notamment cesser avec les importations, transformer la ville, la campagne en ville pour y créer des opportunités nouvelles et limiter l'exode rural. Il a cité plusieurs types de mesures. Il a dit toute notre capacité à nous, Congolais, évaluant notre patrimoine présentement à quelque chose comme 24 000 milliards de dollars et disant que le plan d'industrialisation, lui, ne demande que 58 milliards. Ajoutez à cette opportunité une autre qui vient de s'offrir il y a de cela quelques jours seulement, 3-4 jours, que nous en sommes quittes avec le Fonds monétaire international et nous sommes maintenant au début d'une ère nouvelle parce que nous venons d'accomplir ce que nous étions promis avec le Fonds monétaire international. Et donc, nous sommes en position de lever jusqu'à 100 milliards de dollars sur le marché international. Et de ce fonds, nous pouvons facilement, et nous allons bâtir une banque de développement, une banque nationale de développement qui, elle, pourra servir du crédit aux Congolais et à tous ceux qui nous font confiance de l'extérieur et qui viennent investir dans notre pays. C'est une vision nouvelle et un langage nouveau. C'est peut-être sur ça qu'il faudra réfléchir. Mais je voudrais dire une chose, vous nous charmez par ce que vous dites, parce que ce discours n'est pas opaque, il est ouvert et nous en discuterons en universitaire. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Je demande à l'ensemble de l'auditoire de bien vouloir l'applaudir à tout rompre.